Alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémentine Balin. Je suis interne en cardiologie en 6e semestre à Grenoble et actuellement en cardiologie à Annecy. J'ai voulu vous parler de ce sujet-là parce que j'ai passé mon dernier semestre d'été dans le service de médecine du sport où on voit pas mal de consultations de préaltitude. Donc j'ai voulu partager un peu ce que j'ai appris là-bas. Alors pourquoi vous parler de ça? Parce que par curiosité, j'ai tapé quel médecin voir avant un trek, avant de partir en haute altitude, et que sur Google, on trouve rapidement cardiologue, et que ce serait aussi pas mal s'il avait quelques connaissances en médecine de montagne. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler. Également parce que c'est pas impossible qu'un de vos patients coronariens qui a réalisé sa rééducation cardiaque avec brio et maintenant accro au sport et vient vous voir parce qu'il veut faire un trek au Népal ou tout simplement faire le tour du Mont Blanc. Et enfin, parce qu'on va doucement voir apparaître la rééducation cardiaque en hypoxie, qui est pas mal en cours d'études, notamment à Grenoble. Ils font pas mal d'études en ce moment pour voir les bénéfices de la rééducation en hypoxie sur nos coronariens ou insuffisants cardiaques. Alors le sommaire, on va commencer par quelques définitions et points de physiologie, puis on parlera plutôt pathologie chez nos patients cardiopathes. Puis le cas concret du patient qui vient vous voir en consultation parce qu'il veut partir en altitude. Je ferai quelques mots aussi sur le test en hypoxie et le mal aigu des montagnes, et une ouverture sur l'hypoxie et la rééducation cardiaque. Et je ferai une dernière diaporama sur l'avion, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, les définitions, déjà, la basse altitude, donc ça correspond à une altitude inférieure à 1000 mètres de dénivelé. La moyenne altitude, c'est entre 1000 et 2000. La haute altitude, c'est entre 2000 et 5500. Et enfin, la très haute altitude est supérieure à 5500. Pour faire simple, pour l'organisme, l'altitude, c'est de l'hypoxie, du froid, de l'air sec et de l'exercice avec du stress, parce qu'il faut quand même monter jusqu'en haut. Pour ce qui est de l'effet d'altitude sur le cœur, donc là, vous avez en abscisse l'altitude, en ordonnée la fréquence cardiaque. On va commencer par le repos, qui sont les deux courbes qu'on voit en bas. Ce qu'on sait, c'est que l'hypoxie va stimuler les chémorécepteurs et va stimuler donc le système adrénergique de base. Donc c'est pour ça qu'au repos, quelqu'un qui, on va dire, est au niveau de la mer à 60 de fréquence cardiaque, sera en aigu, donc quand il arrive en haute altitude, plutôt à tour de 100. Et c'est un petit peu moins marqué quand on est exposé de façon chronique à l'altitude. Pour ce qui est maintenant de la fréquence cardiaque maximale, imaginons qu'on est à 180 au niveau de la mer, en haute altitude, elle va drastiquement diminuer, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on est en haute altitude. Ça, c'est lié à une désensibilisation des chémorécepteurs. En fait, c'est un effet cardioprotecteur anti-ischémique, comme un bêta-bloquant, il faut le voir comme ça. C'est pour éviter de faire un SCAT type 2 sur l'hypoxie et sur l'exercice. Donc voilà, on va baisser la fréquence cardiaque maximale de façon physiologique. Les autres effets de l'altitude chronique sur le cœur, donc c'est ce que je disais, donc c'est vraiment la désensibilisation des bêta-récepteurs adrénergiques. On va également avoir une vasodilatation coronaire pour, pareil, pour essayer de compenser cette hypoxie, on va dilater les coronaires pour mieux perfuser le cœur, mais ça c'est possible si on a des coronaires saines. Au niveau des tensions artérielles, on n'a pas ou peu d'augmentation des tensions liées à la vasodilatation secondaire à l'hypoxie. On a par contre une hypertension pulmonaire liée à la vasoconstriction pulmonaire secondaire à l'hypoxie. Ce qui va en découler, c'est qu'on va avoir une diminution du remplissage du VG. Ça, c'est du fait de l'HTP, le ventricule droit va se dilater et va comprimer le ventricule gauche. On va également avoir une baisse de la VO2 max. La VO2 max, ça correspond à nos capacités aérobiques et cette baisse sera proportionnelle à l'altitude. Et ça, je reviendrai là-dessus. Mais par contre, ce que les études ont montré, c'est que la fonction systolique du VG reste préservée, même s'il est comprimé par le ventricule droit, vraiment la fonction systolique du VG reste bonne. De façon, voilà, on a remarqué sur les ECG qu'on réalisait pendant les tests en hypoxie, on a une diminution de l'amplitude de l'onde R en hypoxie, une diminution de l'amplitude de l'onde T en hypoxie. Alors maintenant, on va parler un peu pathologie en reprenant des principes de base avec ce que je viens de vous expliquer sur les points de physiologie. Donc, toutes les pathologies qui vont être aggravées par une activation du système adrénergique sera plus à risque en haute altitude,
car comme je disais, l'hypoxie va activer le système adrénergique, donc tout ce qui est cardiopathie rythmique sera aggravé en haute altitude. Toute pathologie aggravée par une hypertension artérielle pulmonaire sera plus à risque en haute altitude du fait de la vasoconstriction de l'artère pulmonaire. Et ça, on pense à tout ce qui est hypertension pulmonaire, quel que soit le groupe. On pense aux dysfonctions du ventricule droit, on pense aux insuffisances tricuspides. Ensuite, toutes les pathologies qui sont déjà associées à une hypoxémie au niveau de la mer sera aggravée en haute altitude, c'est-à-dire tout ce qui est cardiopathie congénitale, mais aussi tout ce qui est cardiopathie ischémique, parce que du coup, les patients qui ont un seuil d'ischémie au niveau de la mer qui est plutôt élevé, là, sera vraiment abaissé du fait du manque d'oxygène. Et enfin, on sait que pour un niveau d'exercice égal entre la mer et l'altitude, la fréquence cardiaque sera plus élevée. Donc, il y aura une consommation du myocarde plus importante. Donc, par exemple, monter 3 marches au niveau de la mer pour un patient, c'est possible, mais en altitude, il ne pourra peut-être plus la faire et il sera angineux à ce moment-là. Donc, les contre-indications absolues à un séjour en altitude, c'est, sur le plan cardiaque, avec de la logique, les maladies coronariennes non équilibrées, l'hypertension artérielle sévère non contrôlée, l'insuffisance cardiaque stade 4, les troubles du rythme graves, les cardiopathies cyanogènes, l'hypertension pulmonaire, et après tout ce qui est un peu plus général, hors cardiologique, l'insuffisance respiratoire chronique, tout ce qui est éléments ischémiques, donc les antécédents d'ischémie cérébraux, la OMI, les troubles de la coagulation, parce qu'on sait que l'altitude va favoriser aussi la thrombose, donc tout ce qui est drépanocytose, anémie sévère, insuffisance rénale, et bien sûr les antécédents psychiatriques majeurs. Pour ce qui est des contre-indications relatives, la première ligne, on va en reparler, donc c'est le domaine de la cardiologie, je vais un peu plus développer, mais sinon, de façon générale, c'est de la logique, c'est la scoliose, l'emphysème, l'asthme à l'effort, troubles respiratoires nocturnes. Là-dessus, on parle beaucoup du SAOS. Le SAOS est aggravé en haute altitude. Tout ce qui est épilepsie, antécédents psychiatriques, grossesse, nouveau-né, pareil, les troubles de la coagulation, et ça, c'est tout ce qui est antécédent d'œdèmes pulmonaires ou cérébraux liés à la haute altitude. Donc maintenant, vous avez votre patient qui vient vous voir parce qu'il ne sait pas trop qui voir et il veut aller en altitude. On lui a dit, il faut que tu vois un médecin. Donc pour vous, il y a vraiment 2 choses qu'il faut différencier. C'est déjà de tenir compte des éléments propres au terrain. Il faut demander à votre patient qu'il vous sorte son carnet de voyage et regarder un peu comment ça va se passer. Regardez l'altitude envisagée. Être à 2000 ou à 5000, ce n'est pas la même chose. Et regardez aussi le dénivelé journalier. Quand je parle de 400 mètres, en fait, c'est ce qu'on conseille. Entre 2 nuits à plus de 3000, il ne faut pas dépasser plus de 400 mètres de différence d'altitude. On peut, par exemple, dormir à 3000, faire un col jusqu'à 4000 la journée, mais par contre, il faut redescendre pour ne pas être à maxi 3400 la nuit d'après. Sinon, ça risque de mal tolérer l'altitude. Ensuite, il faut s'intéresser au rythme. C'est pas pareil de marcher, de faire un trail, de faire de l'alpinisme ou du ski de randonnée. C'est pas les mêmes efforts. La nature du terrain, plat, raide, sentier, neige, pareil, c'est pas le même effort. Et aussi le degré d'isolement. Voir si on peut appeler facilement ou pas au secours, s'il y a une structure de soins à proximité, s'il y a un médecin dans le groupe. Et ensuite, il faut tenir compte des antécédents et repérer les contre-indications qu'on a citées avant. Et les capacités du patient. Si notre patient il ne fait pas d'activité physique au niveau de la mer, ça ne sert à rien de l'envoyer en haute altitude. Ça risquerait de ne pas très bien se passer. On ne sait pas comment il va réagir en haute altitude. Donc le cas idéal, qui n'est pas si rare dans notre région, c'est le coronarien montagnard, qui est déjà trekker de base, qui a une bonne acclimatation, qui a une bonne tolérance à l'altitude, qui est sportif, qui est asymptomatique, qui a eu un test d'effort dans les moins de 6 mois qui est négatif, qui est revascularisé et stable sous traitement. En pratique, malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, pour faire simple, si vous avez un sujet qui vient vous voir, qui est asymptomatique, qui n'a pas de facteur de risque, et peu importe son âge, on l'autorise sans faire d'autres explorations, à part peut-être un test en hypoxie pour voir sa réponse à l'hypoxie. Si vous avez un sujet qui est asymptomatique avec des facteurs de risque cardiovasculaire, il faut faire une épreuve d'effort s'il compte aller à plus de 3500 mètres. Si elle est négative, il pourra partir. Maintenant, chez nos sujets coronariens, c'est-à-dire post-SCA ou après angioplastie ou pontage,
S'il est asymptomatique, c'est OK, mais après une épreuve d'effort négative qui date de moins de 6 mois. S'il est symptomatique, il faudra essayer de lui... Donc, ce sera plutôt non pour nous, parce que comme on l'a dit, son seuil d'ischémie va vraiment être abaissé du fait d'une tachycardie au repos et du fait de l'hypoxie. Donc, on dit souvent qu'il faut se limiter à 2500 mètres d'altitude. Les recommandations ESC chez les patients coronariens. Donc, chez tout patient, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'activité au niveau de la mer, ça ne sert à rien de l'envoyer en haute altitude. Il faut qu'il se mette en condition ici d'abord. Il faut bien respecter la règle des 400 mètres entre deux nuits. Et si ce n'est pas possible, parce que voilà, on n'a pas le temps, on n'a qu'une semaine de vacances et il faut monter rapidement, on peut donner du Diamox, mais je reviendrai là-dessus. Après un infarctus ou un pontage, il faut attendre 6 mois. Et après un test d'effort négatif, après un stent, il faut attendre entre 6 et 12 mois après un test d'effort négatif. Et pour les patients symptomatiques, il faut donc éviter, il faut plutôt les décourager. Et si vraiment ils insistent, on peut utiliser le cardiofréquencemètre pour essayer de déterminer leur fréquence cardiaque où ils vont commencer à devenir ischémiques, et notamment essayer de faire ça pendant un test d'hypoxie parce que cette fréquence sera plus basse qu'au niveau de la mer. Pour les insuffisants cardiaques, donc pour tout insuffisant cardiaque, il faut aussi s'intéresser à leurs comorbidités qui peuvent aussi être en elles-mêmes des contre-indications, donc l'hypertension pulmonaire, l'anémie qui va aggraver l'hypoxie et l'apnée du sommeil, une apnée du sommeil sévère. Alors, soit il arrive à prendre sa machine avec lui, mais il risque de passer des mauvaises nuits. Il faut aussi évaluer les traitements, notamment les diurétiques, parce que si on leur donne du Diamox en prévention du mal aigu des montagnes, le Diamox c'est aussi un diurétique. Donc, on peut accumuler les diurétiques, donc il faut faire attention. Et il faut également se méfier des bêta-bloquants. Je reviendrai dessus. Les bêta-bloquants, c'est bien parce qu'en même temps, ça va éviter que le cœur monte trop et qu'on dépasse son seuil d'ischémie. Mais en même temps, ça diminue l'adaptation du cœur en réaction à l'hypoxie. Pour les insuffisances cardiaques NYHA 1, 2, on est OK jusqu'à 3500 mètres pour une activité modérée. Pour les NYHA 3 stables, OK jusqu'à 3000 pour une activité légère. Et pour NYHA 4 ou instable, on évite l'altitude. Donc, je reviens là-dessus sur les bêta-bloquants et les performances aérobiques. Donc, les performances aérobiques, on l'estime grâce à la VO2, donc c'est la consommation en oxygène, qui est égale à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique fois l'extraction artério-veineuse en oxygène. Au niveau de la mer, donc si on prend des bêta-bloquants, on va baisser la fréquence cardiaque, mais on va compenser en augmentant notre extraction en oxygène. En altitude, de même, la fréquence cardiaque va diminuer, mais par contre, on ne pourra pas augmenter notre extraction en oxygène du fait de l'hypoxie, donc nos performances seront diminuées. Donc ça, c'est à prendre en compte, ça donne envie d'arrêter les bêta-bloquants quand on part en haute altitude, mais à côté de ça, du fait s'il est ischémique, on n'a pas non plus trop envie de l'arrêter parce que la fréquence cardiaque de repos va être augmentée. Un petit mot maintenant sur le test en hypoxie, même si ça s'éloigne un peu de la consultation cardiologique, mais c'est souvent l'examen qui va suivre après la consultation, enfin lors de la consultation de pré-consultation. Le but du test en hypoxie, c'est de dépister les personnes qui vont être intolérantes à la haute altitude. Et souvent, ça dépend un peu des médecins, mais on la recommande si on va à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc c'est une épreuve qui va se passer un peu comme une épreuve d'effort. Le patient est sur un vélo, il est télémétré, on a un ECG en continu et il va y avoir plusieurs étapes. Donc ici, c'est le temps. Vous allez avoir la courbe rouge qui correspond à la saturation, la courbe bleue à la ventilation. Au début de l'épreuve, le patient est au repos, il est en normoxie. Donc la saturation est bien et la ventilation est basse, il n'y a pas de raison qu'il ventile plus fort. Puis en aveugle, mais bon, ça c'est pas très bien respecté parce qu'en fait, on va le passer en hypoxie ensuite, mais on va venir lui brancher les câbles au niveau du masque, donc il se rend bien compte qu'on le branche à la machine d'hypoxie. On va regarder sa réponse au niveau de la ventilation. Donc on voit qu'en hypoxie au repos, la ventilation augmente un petit peu et la saturation commence à chuter. Ensuite, on va lui demander d'effectuer un effort, toujours en hypoxie. Et là, le mécanisme normal, c'est de vouloir augmenter la ventilation pour essayer de compenser l'hypoxie, et on va voir que la saturation
continue à chuter, mais parallèlement, il faut que la ventilation augmente. Puis, donc il continue son effort en hypoxie, puis on va le remettre en normoxie. Là, la saturation va augmenter, se normaliser, et la ventilation donc va diminuer. Ensuite, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on finit par une épreuve d'effort normale s'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Quand je parle d'hypoxie, ça veut dire qu'on les met à peu près à une FiO2 à 11%, ce qui correspond à une altitude à 5500 mètres. Et l'effort, on dit souvent qu'on veut une puissance qui correspond à 30% de la VO2 max. Donc, sur ce schéma, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la différence de saturation à l'effort entre la normoxie et l'hypoxie, et la différence de ventilation à l'effort entre l'hypoxie et la normoxie. Ces chiffres vont nous être utiles pour ce tableau. Ce tableau, ça va nous permettre de savoir si on est à risque de faire un mal aigu des montagnes et si on est à risque d'avoir une mauvaise adaptation de notre système cardio-pulmonaire à l'hypoxie. Donc, vous avez à gauche, là, tous les facteurs de risque d'avoir une pathologie en altitude. Donc, si on a déjà eu des antécédents de mal aigu des montagnes, si on a une montée rapide, comme je disais, plus de 400 mètres par entre 2 nuits, antécédents de migraine vrai, certaines localisations. Donc, chez nous, notamment le Mont Blanc, on est plus à risque. L'entraînement régulier en endurance, paradoxalement, on est plus à risque si on fait un sport d'endurance, si on a moins de 46 ans, si on est une femme. Et là, ça, c'est tous les chiffres qu'on a calculés pendant le test en hypoxie qui correspondent en fait à la réponse ventilatoire à l'hypoxie et la réponse cardiaque à l'hypoxie. Ensuite, on a deux colonnes. Il y a des gens qui sont déjà allés en haute altitude et ceux qui ne sont jamais allés. En fonction, on va mettre des points si on a déjà ces facteurs de risque, et ça nous sort un score. Si on a plus de 5, si on est déjà allé en altitude, ou à plus de 5,5, si on n'est jamais allé en altitude, on sera plus à risque. Ce qui va en découdre, c'est trois possibilités. C'est soit on donne des conseils vraiment stricts sur le fait qu'il faut monter doucement, qu'il ne faut pas faire trop d'efforts en début de séjour, et on leur donne du Diamox. Sinon, si on voit qu'ils sont vraiment trop à risque, on leur dit on leur contre-indique entre guillemets le voyage, parce que faut savoir que cette consultation de pré-altitude, c'est pas remboursé, ça n'a pas de valeur, c'est pas un certificat de non-contre-indication au sport. S'ils veulent y aller, ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est juste pour résumer un peu le déroulement. Votre patient vient vous voir, il faut voir s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. S'il en a, on fait le CG d'effort. Il faut éliminer toutes les contre-indications médicales. S'il n'en a pas et que le CG d'effort est normal, on va au test à l'hypoxie. On fait le score que je vous ai montré. S'il est supérieur à 5,5, on vous donne des conseils, on contre-indique, on donne du Diamox. S'il est négatif, donc inférieur à 5 ou 5,5, mais que quand même, on se rend compte sur le programme qu'ils vont devoir monter rapidement, on donne du Diamox. Je vais vous parler un petit peu du mal aigu des montagnes, parce que c'est un mot un peu flou. Le mal aigu des montagnes, c'est ça. En fait, ça va être la résultante d'un œdème généralisé, secondaire à l'hypoxie, parce qu'en fait, on va déjà avoir une vasodilatation des vaisseaux, et en plus, l'hypoxie va augmenter la perméabilité des vaisseaux. Donc, à minima, ça va être des symptômes type nausée, céphalée, insomnie. Ça, c'est pas bien grave. On dit souvent aux gens, vous redescendez d'un palier et puis vous remontez le lendemain plus doucement. Ce qui est plus grave, ça va être l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral. L'œdème pulmonaire va se manifester par des difficultés pour respirer, une toux, et l'œdème cérébral par n'importe quel signe neuro. Ça peut être des signes de focalisation, comme des signes d'hypertension intracrânienne, ou même juste des troubles de l'humeur. Quelqu'un qui vient vraiment, vous ne le reconnaissez pas, avec une humeur qui passe son humeur habituelle, il faut se méfier. Et c'est l'œdème du poumon et l'œdème cérébral, ça veut dire redescendre en urgence au niveau de la mer et donner des corticoïdes pour faire diminuer l'œdème, ainsi que du Viagra pour l'œdème du poumon. Pour vous donner une idée, donc l'œdème périphérique gentil, c'est 25% des gens qui vont en haute altitude. Et l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral, c'est 1% chacun. Donc ça reste quand même rare.
Donc la prévention, c'est ne pas monter trop vite, trop haut. Principe des 400 mètres entre deux nuits. Donc comme je vous disais, c'est vraiment entre deux nuits. On peut faire plus dans la journée, mais il faut redescendre pour ne pas dépasser 400 mètres entre deux nuits. Limiter les efforts en début de séjour pour laisser le temps à notre organisme de s'acclimater à l'hypoxie. Et le diamox, la posologie, c'est 125 fois 2 par jour. Si score du tableau que je vous ai montré est supérieur à 5 ou à 5,5, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le commencer la veille du passage à 3000, le prendre jusqu'à l'ascension, enfin toute l'ascension, et quand on arrive au point culminant et qu'on commence à redescendre, on peut l'arrêter. Maintenant, une petite ouverture sur l'hypoxie et la réadaptation. Le principe, le postulat, c'est qu'on sait que l'hypoxie va stimuler le VEGF et donc va stimuler la microcirculation. Et cette idée-là nous plaît bien chez nos patients coronariens ou insuffisants cardiaques. Donc aux États-Unis, il y a une étude, l'étude Montefiore Medical Center, qui a été réalisée chez des patients qui avaient une FVG à 30%, chez qui on leur faisait faire 3 heures d'effort en hypoxie tous les jours, 3 fois par semaine pendant 3 semaines. Et ça a montré une augmentation significative de la VO2, donc des capacités aérobiques, du TM6, de la force musculaire, de la qualité de vie, sans par contre montrer de différences significatives sur la FEVG. Et pour l'avion, je pense que nous avons toujours posé la question, après son infarctus, qu'est-ce que je peux prendre l'avion? Il faut imaginer que même si la cabine est pressurisée, un avion, ça correspond à peu près à 2500 mètres d'altitude. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'après un pontage, il faut attendre 1 mois, et après une angioplastie, il faut attendre 2 semaines. Donc voilà, j'espère que après cette présentation, vous ne direz plus à vos patients après un infarctus, pas d'altitude pendant 1 an. C'est vraiment plus personnalisé que ça. Il faut faire des épreuves d'effort et on n'est plus l'axe que ça. Merci.